La dissonance ludo-narrative, c'est déjà le sujet de l'une des premières vidéos de la chaîne de The Great Review, mais c'est surtout l'un des plus grands challenges du jeu vidéo. Pour résumer, il s'agit de la différence entre ce que le jeu raconte et l'expérience du joueur. Dans sa vidéo, Review parle de Dead by Daylight, un jeu dans lequel l'incarnation même des pensées négatives de toute une communauté a du mal à se défaire de 4 pauvres humains, et où Vecna, l'archiliche la plus puissante des royaumes oubliés, immortelle et capable de voyager dans le multivers, peut être étourdi pendant plus de 5 secondes par une simple palette bric-au-dépôt qui traîne pour une raison qui nous échappe. Et le plus gros problème de cette dissonance narrative, c'est qu'elle vient mettre à mal l'immersion du joueur. Alors oui, on sait que c'est un jeu vidéo et que rien n'est vrai, mais on va quand même commencer à se poser des questions du style: pourquoi le dragon stellaire qui a créé l'univers se fait défoncer par un surmulot dont la taille n'a d'égal que l'odeur pestilentielle qu'il dégage? Pourquoi est-ce que Yamcha peut mettre une dérouillée à Broly? Et la réponse est tout le temps la même, parce que les jeux dans lesquels ces personnages apparaissent doivent être équilibrés. Oui, les équipes créatives adorent créer des histoires et des personnages parfois surpuissants, mais si leur choix de narration était reflété dans le gameplay, alors qui irait choisir une fille squelettique sortie d'un asile qui a oublié de prendre ses médicaments, plutôt que, je sais pas moi, l'incarnation même de l'entité de la mort? Parce que oui, ce Fury là, c'est littéralement la mort dans l'univers de Arcane / League of Legends. Alors, il y a bien des jeux qui tentent de mettre la narration sur un pied d'égalité avec le gameplay, en faisant jouer presque le même personnage à tous les joueurs. Prenez Foxhole, c'est un jeu qui nous met dans la peau d'un soldat durant une guerre style Première Guerre mondiale, et où chaque joueur contribue à son échelle à l'effort de guerre en gérant la ligne de front, mais aussi toute la ligne de production arrière en fabriquant les armes et les véhicules nécessaires au conflit. C'est très immersif et ça marche parce que la narration nous met dans la peau d'un soldat parmi tant d'autres, perdu dans un conflit qui le dépasse. C'est pareil avec Helldivers 2 par exemple, le jeu nous raconte l'histoire de ces Helldivers envoyés par millions pour faire régner la paix et la démocratie dans le système, avec souvent aucun espoir de revenir, et c'est exactement ce qu'on le ressent quand on joue, avec ces missions qui ne servent qu'à libérer 0,001% de chaque planète, et où la mort est aussi fréquente que brutale. Ces jeux ne souffrent pas autant de la dissonance du narratif parce que leur échelle a été revue à la baisse. Alors, est-il possible de faire un jeu fun dans lequel on est une vraie machine de guerre et de prendre le problème complètement à l'inverse? Un jeu qui nous fait ressentir toute la puissance de notre personnage qui est décrite dans la narration? Si je fais cette vidéo, c'est forcément que oui, et pour trouver des exemples, il faut absolument s'éloigner des jeux multijoueurs. Quand l'intégrité compétitive du jeu n'est pas en péril, les développeurs peuvent s'en donner à cœur joie pour mettre un arsenal puissant entre les mains d'un personnage joueur réellement au niveau de sa légende. Et pour être honnête, les exemples ne manquent pas. On peut citer Azuras Wrath ou God of War, qui assument complètement la démesure de leur personnage juste invincible. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un autre jeu qui me tient beaucoup à cœur parce que j'adore les jeux de tir, et dans lequel une machine de guerre descend en enfer pour y faire régner la mort et la destruction. Le tout en maniant un arsenal d'armes plus puissantes les unes que les autres et en encourageant le joueur à maîtriser chacune de ses mécaniques pour devenir l'ange de la mort qu'il est censé être. Salut à tous et bienvenue dans la caverne. Et cette fois-ci, préparez-vous à les casser du démon avec style dans un jeu dont le nom reflète toute la simplicité et la légèreté. On va jouer à Ultra Kill. Quoi, vous vous attendiez à un autre jeu? Le but d'Ultra Kill est simple, vous entrez dans un niveau et vous devez atteindre la sortie. Sur le chemin, un tas d'obstacles, comme des salles remplies d'ennemis qu'il faut abattre, des crânes de couleurs à trouver pour ouvrir des portes, et parfois un boss qui... tu peux me laisser finir mon explication avant de me caresser la prostate à coups de 9 mm? Tout le gameplay du jeu est ultra nerveux, on bouge vite, et c'est tant mieux, puisqu'à la fin de chaque niveau, votre performance est notée en prenant compte du nombre d'ennemis détruits, de votre vitesse, mais aussi de votre style. Parce que dans Ultra Kill, tuer des ennemis ne suffit pas, faut le faire avec style. Buter tout le monde avec le même flingue assis dans un coin, c'est pas cool. Alors le jeu met en place une barre de style pour vous encourager à freestyler sur Satan et son gang. Plus vous réalisez de kills en mouvement et en changeant d'arme, et plus la barre se remplit, alors que rester statique en utilisant un seul flingue la fait descendre. Et c'est sur ce point que le jeu brille. L'arsenal paraît petit au premier abord, mais chaque arme possède 3 variantes qui peuvent changer complètement le fonctionnement de l'arme, et qui interagit avec les autres variantes d'armes. Cuisinons ensemble. Le minigun tire un pieu aimanté, qui attire vos balles et qui crée des pièges mortels. C'est cool. Mais pourquoi ne pas rendre le piège encore plus mortel en rajoutant, je sais pas moi, la tronçonneuse détachable sur le fusil à pompe?
Et cette variante du pistolet de base, haha trop marrant, je lance une pièce en l'air, tire dans la pièce, ça fait ricocher mes balles, ça touche un ennemi, c'est trop cool. Mais si vous sortez votre railgun dévastateur qui traverse tous les ennemis et vous tirez sur la pièce, vous pouvez juste... Oh putain, c'est trop cool. Et cet arsenal, qui est finalement bien plus complet que ce qu'on pense, est aussi couplé à des mécaniques de déplacement ultra fluides et satisfaisantes. Glissade, wall jump, grappin, charge au sol, tout y est avec quasi aucune limite, ce qui vous permet d'exprimer encore plus votre style lorsque vous parcourez chaque niveau. Et l'exploration, parlons-en de l'exploration. Au-delà des combats dont on va parler un peu plus tard, c'est clairement pour moi le point le plus réussi de ce jeu. Outre l'entrée et la sortie de chaque niveau, vous trouverez aussi 5 orbes cachées. Et vous n'êtes pas obligé de toutes les récupérer pour finir un niveau, mais elles viennent encourager l'exploration tout en mettant en lumière l'incroyable level design. À chaque fois que vous pensez avoir baisé le jeu en allant quelque part où vous auriez pas dû aller, il y a une petite orbe bleue qui est là comme un gros bien tenté, mais on l'avait prévu, qui vient féliciter et en même temps abreuver votre soif d'exploration de la carte. Mais c'est pas tout. Chaque niveau possède un objectif secondaire que vous pouvez tenter de remplir pour un challenge supplémentaire. Il n'est pas obligatoire, mais ils viennent souvent vous apporter quelque chose que vous ne saviez pas sur le niveau. Par exemple, vous entrez dans le niveau du premier combat contre V2, l'un des gros antagonistes du jeu. Vous faites le tour du niveau, il est un peu long, vous ouvrez la porte avec les 3 crânes bleus que vous avez trouvés un peu partout, vous combattez le boss, vous arrivez à le battre, c'est pas facile mais vous y arrivez quand même, et à la fin, le niveau vous dit « Complétez le niveau sans ramasser de crâne ». Quoi ? Hein ? Comment ? Ben j'ouvre la porte, comment sans crâne en fait, puisqu'il y a 3 clés ? Parce qu'en fait, le moyen le plus rapide d'aller combattre V2, c'est de dire « Ah, trop marrant ton niveau, j'en ai rien à foutre » et de faire ça. Et chaque niveau possède un challenge du style, alors c'est plus ou moins difficile, hein, mais par exemple ce niveau avec un bateau qui coule et le jeu vous dit « Ne pas toucher d'eau ». Alors oui, mes instincts de joueur de League of Legends me disent exactement la même chose, mais je fais comment? Parce que perso celui-là j'ai pas trouvé la solution. Par contre, ce que j'ai réussi à faire, c'est trouver le niveau secret du premier chapitre, qui est un niveau qui a aucun ennemi, c'est juste des petites énigmes un peu à la The Witness pour ceux qui connaissent. Alors c'est vachement sympa et en vrai c'est pas si simple, et ça m'a donné envie de trouver les autres niveaux cachés. Genre là par exemple, dans ce niveau, j'ai tourné pendant 10 minutes dans le niveau pour trouver les interrupteurs, réussir à couper la chute d'eau, atteindre la sortie cachée pour débloquer ce fameux niveau de... Dating Sim. Ok, on va faire comme si j'avais rien vu, on va retourner tuer des trucs, hein. Mais chaque niveau est bourré de petits secrets comme ça, que ce soit des façons alternatives de finir le niveau, ou juste des combats secrets. Vraiment, le jeu est super généreux en contenu pour ceux qui veulent le trouver. Parce qu'il faut l'admettre, si vous tracez jusqu'à la fin du jeu sans faire aucun secret, sans faire aucun challenge et rien du tout, bah c'est l'affaire de aller 4-5 heures pour terminer le jeu. Et même si le jeu est en early access et qu'il manque encore un acte complet pour terminer l'histoire, oui, Ultra Kill se finit assez vite. Enfin, tout dépend de la difficulté que vous choisissez évidemment et des challenges que vous voulez ou non remplir. Mais Ultra Kill peut aussi être un jeu sur lequel vous allez passer beaucoup plus de temps que prévu. Tout dépend, comme je le disais, de l'objectif que vous vous fixez. Parce que le plus gros point fort d'Ultra Kill, il est là. Chaque joueur peut s'y exprimer à sa guise, que ce soit dans l'exploration ou dans le challenge que le joueur s'apprête à relever. Et c'est un fait qu'on retrouve jusque dans les options d'accessibilité du jeu, où vous pouvez modifier presque tout en fait. Il y a même un mode sandbox pour les plus créatifs qui veulent s'entraîner à battre des groupes d'ennemis. Et forcément, cette volonté de respecter l'expression des joueurs, elle se retrouve également dans le système de combat. Alors, j'en parlais plus tôt, oui, Ultra Kill encourage les joueurs à jongler avec les différentes armes pour maintenir la jauge de style. Et avec une quinzaine d'armes à votre disposition, c'est pas si facile de s'y retrouver. Alors le jeu vous introduit chaque mécanique de façon ultra progressive. Chaque arme arrive au compte-gouttes pour donner au joueur le temps de comprendre son utilité et son fonctionnement. Et chaque variante d'arme est à acheter à votre rythme, c'est vous qui le débloquez. Vous pouvez même déséquiper les armes et les variantes que vous aimez pas si le cœur vous en dit. C'est à vous de maîtriser votre arsenal. Et pareil pour les mouvements. Le tuto vous explique rapidement les mécaniques principales, le jump, les 3 dash, mais au fur et à mesure du jeu, on vous explique comment tirer pleinement parti de vos mouvements. Avec le slide jump par exemple qui permet de sauter beaucoup plus loin et qui finalement était disponible depuis le début, c'est juste qu'on vous l'avait pas dit. Ou alors le rocket jump qui n'est expliqué nulle part, mais après tout, pourquoi ne pas avoir un rocket jump? Mais parfois, les salles sont trop petites pour tirer pleinement parti de votre éventail de mouvements. Et vu la quantité et la rapidité des ennemis que vous allez devoir affronter, vous allez en prendre des coups.
Et c'est pour ça que le jeu met également à votre disposition deux options défensives surpuissantes. La première et la plus satisfaisante, c'est la possibilité de parer les coups ennemis. Si votre timing est bon, vous annulez complètement les dégâts et vous pouvez même renvoyer les projectiles. C'est super cool, c'est super fun et c'est super satisfaisant avec cette petite freeze frame et ce bruit de satisfaction totale. Et rappelez-vous la tronçonneuse montée sous fusil à pompe. Et ben elle, en fait, elle est montée sur un élastique, donc elle revient vers vous quand vous l'avez envoyée. Et tout le nerf de la guerre pour infliger un max de dégâts avec cette arme, c'est de continuer de parer les coups de tronçonneuse en rythme pour qu'elle puisse revenir et repartir de plus belle. La deuxième option défensive que vous avez pour survivre en combat, c'est d'utiliser le sang de vos ennemis pour régénérer votre santé. Alors, pas besoin de faire quoi que ce soit, hein. Quand vous tirez sur un ennemi, ça le fait saigner, et si vous êtes assez proche pour vous toucher dans son sang, vous régénérez automatiquement votre barre de vie. Et croyez-moi, vous allez en passer du temps à boire de l'hémoglobine tant certains ennemis peuvent vous vaporiser en seulement quelques attaques. Alors le meilleur et le seul moyen de survivre en fait, c'est de rentrer dans le tas comme un énorme bourrin et de profiter au mieux de vos capacités de régénération. Est-ce que c'était pas les bonnes images là ? Bon, en tout cas, le jeu met vraiment tout en œuvre pour vous rendre maître de votre arsenal, qu'il soit défensif ou offensif. Et j'adore la sensation qu'on a dans les derniers niveaux quand on maîtrise réellement chaque arme, chaque timing de parade et qu'on danse au milieu des ennemis, comme l'ange de la mort que l'on est devenu, une machine descendue dans les cercles de l'enfer pour s'alimenter du sang des damnés. Les boss de début de jeu ne sont plus que des ennemis perdus sous votre pluie de balles et dont le sang viendra nourrir votre carnage. La courbe de progression d'Ultra Kill est incroyablement satisfaisante. On apprend à maîtriser chaque mécanique instinctivement tant le game design est absolument parfait. Et plus on progresse dans les niveaux, et plus on sent que l'on est vraiment au niveau de la réputation que l'histoire du jeu nous donne. C'est juste jouissif. Mais cette histoire reste quand même selon moi un peu au second plan. On en apprend finalement assez peu sur le monde d'Ultra Kill et sur la raison qui a poussé V1, votre personnage, à descendre dans les enfers. Alors oui, il existe des entrées de journaux qui nous en disent un peu plus, et le jeu n'est pas dénué de moments narratifs forts, notamment au travers du personnage de Gabriel qui pète la classe, mais force est de constater que cette fameuse réputation de machine inarrêtable n'est pas vraiment sur le devant de la scène. Moi, ce que je veux, c'est un jeu qui nous fait vraiment comprendre réellement à quel point notre personnage est puissant, à quel point on est inarrêtable et à quel point chaque ennemi qui croise notre chemin tremble de peur tant on est le symbole de leur apocalypse. Écoutez bien ce que je vais dire. Doom Eternal est l'un, si ce n'est le meilleur FPS de tous les temps. C'est pas le meilleur FPS multi, ça c'est Titanfall 2 et j'accepte aucun contre-argument, mais Doom, c'est la référence déjà du FPS solo depuis qu'il existe, pendant si longtemps que les FPS ont été considérés à l'époque comme des Doom-like, mais Doom Eternal, sorti en 2020, est là pour nous prouver que c'est toujours le cas. Doom, c'est la référence du FPS. Alors oui, Ultra Kill et Doom sont très similaires, c'est pour ça que j'en parle dans la même vidéo, et de toute façon, Ultra Kill ne se cache pas de sa source d'inspiration, mais pourtant, chaque jeu possède ses particularités. Pour Ultra Kill, c'est l'exploration et la liberté qu'il donne aux joueurs, et pour Doom Eternal, c'est son combat et son atmosphère. Dans Doom Eternal, vous incarnez le Slayer, et puisque c'est la suite de Doom de 2016, voici un petit résumé du scénario de ce dernier. Oh. Ok, on va dire qu'on s'en fout du coup. Dans Doom Eternal, les enfers ont envahi la Terre pour des raisons bien trop compliquées pour le Slayer qui décide qu'en tant qu'humain, il aime pas trop voir ses congénères massacrés et décide de descendre lui-même remettre de l'ordre dans tout ce bazar, en tuant tous ceux qui s'opposent à sa quête vengeresse, que ce soit démons ou anges. Et pour vous aider dans votre safari démoniaque, vous aurez à votre disposition tout un arsenal d'armes allant du fusil d'assaut, pistolet à plasma, en passant par le dévastateur BFG et par l'emblématique Super Shotgun, qui cette fois-ci est équipé d'un grappin parce que c'est trop cool et c'est la seule raison qui suffit en fait. Et comme Ultra Kill emprunte beaucoup à Doom sans le cacher, on rappelle, on va revoir ici beaucoup de ce que j'avais déjà dit dans Ultra Kill, comme par exemple les variantes d'armes qui viennent en modifier l'utilité. Mais là où Ultra Kill mettait l'accent sur l'expression des joueurs et sur des mouvements très libres et des armes qui combattent entre elles, Doom choisit une approche bien différente. Si Ultra Kill s'apparente à du breakdance où le joueur freestyle au rythme de ses envies, Doom est un opéra, un ballet classique,
où chaque arme et chaque outil du Slayer possède son utilité très particulière et où l'on suit la partition des combats au rythme effréné des guitares du compositeur Mike Gordon qui nous pond ici l'une des meilleures bandes originales de jeux de tous les temps. Le combat dans Doom Eternal, c'est une danse dans laquelle le joueur jongle entre son équipement et ses armes tout en dansant le tango au milieu des ennemis. Et la chorégraphie est la suivante. Vous récupérez de la vie en effectuant des exécutions sur les ennemis affaiblis. Vous les affaiblissez en tirant dessus, mais votre réserve de munitions est assez limitée, donc vous récupérez des balles en utilisant la tronçonneuse sur des ennemis. Il y a plein de petits détails que je ne devais pas trop expliquer en détail, comme par exemple le lance-flamme qui va régénérer votre armure et le plot punch qui va tuer plus vite. Bref. Mais en tout cas, la partition est super facile à suivre. Tirez sur tout ce qui bouge, si votre vie est trop basse, glory kill, et si vos munitions sont trop basses, tronçonneuse. C'est simple, mais forcément quand on rajoute des dizaines d'ennemis, c'est là que ça se complique. Chaque ennemi a son comportement, sa spécialité et sa façon d'être vaincu. Et du coup on se met à hiérarchiser, on se dit bon, les ennemis de base c'est juste des réserves de munitions et de vie, ok, mais ce revenant là, il peut m'abattre même si je suis en mouvement, alors faut que je m'en occupe en premier. Mais en attendant, faut quand même que je fasse gaffe, parce que je sais que là il y a un maraudeur qui arrive, et lui vraiment ça va être le plus dur à battre, donc peut-être je vais essayer de l'esquiver en le gardant pour la fin. Et là on a un ennemi aérien, alors on se dit ok, celui-là faut que je le gère assez rapidement quand même, parce que sinon il risque de me bombarder et je vais juste pas pouvoir esquiver les coups. Et au fur et à mesure qu'on continue de combattre ces ennemis, on commence à connaître leurs points faibles et ça devient un automatisme de les vaincre. Et là, bam, tout se met en place et nous voilà en train de danser au milieu des ennemis, massacrant nos adversaires jusqu'au dernier dans une explosion de balles et de sang. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus un joueur, vous êtes le Slayer, l'épée de la vengeance, la seule forme de vie supérieure venue arrêter l'apocalypse. Quand vous avez compris comment jouer à Doom Eternal, vous comprenez pourquoi tout le monde craint le Slayer et pourquoi cette scientifique qui pensait que le mythe avait des explications parfaitement logiques en vient à louer votre venue comme une fanatique. I cannot, as a contributing member of the scientific community, agree with the assumption by some of my colleagues that he is, for lack of a better word, a god. For there is only one dominant life form in this universe, and it carries a steel-barreled sword of vengeance. All hail the coming of the Destroyer. The Slayer's time is now. La sensation de puissance qui vous envahit dans Doom Eternal est sans pareil. Le jeu dit que vous êtes ultra badass, et vous êtes ultra badass. Mais tout n'est pas parfait dans Doom Eternal. Le level design est à mon goût un poil trop linéaire, avec clairement une route que les développeurs vous forcent à prendre et pas vraiment de liberté sur comment atteindre votre objectif. Alors, c'est pas vraiment un point négatif, parce que Doom ça a toujours été un shooter divisé en niveaux avec une histoire prenante et des combats ultra bourrins, et ça a jamais voulu être un open world aux libertés infinies. Donc clairement, ce qu'il veut faire, il le réussit parfaitement. Doom Eternal n'est pas un jeu qui encourage l'exploration. Il donne même accès à une augmentation qui vous permet de voir tous les objets collectionnables sur la carte. Et à ce moment-là, récupérer chaque cheat code, easter egg ou disque de musique, ça devient une simple formalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime le fait que Ultra Kill existe. Doom Eternal est parfait dans ce qu'il veut faire. Mais si la formule de Doom vous plaît, mais pourtant qu'elle semble un poil trop fermée pour vous, alors Ultra Kill sera le jeu pour vous. Il n'est pas des masses plus ouverts, mais en tout cas la liberté de mouvement et d'exploration y sont bien plus encouragées, là où Doom vous récompensera bien plus d'avoir maîtrisé son système de combat au travers de rencontres à la difficulté ultra corsée où l'utilisation optimale de chaque mécanique du jeu est primordiale si vous souhaitez vaincre vos ennemis. Doom et Ultra Kill sont des frères d'armes, et il est facile de comparer les deux et de prendre Ultra Kill pour une simple copie indé de Doom. Mais chacun de ces jeux apporte sa pierre à la formule en encourageant ce qu'il pense être le plus important dans cette nouvelle génération de Doom-like. Mais une chose est sûre, c'est que peu importe si vous choisissez de jouer à Doom ou à Ultra Kill, vous y trouverez une incroyable satisfaction et une sensation de puissance que vous ne retrouverez dans quasiment aucun autre FPS du marché. Vous serez réellement la force inarrêtable que le jeu vous propose d'incarner. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, j'en ai encore des tas, des idées de vidéos comme ça, mais surtout, j'ai une nouvelle vidéo qui arrive bientôt, alors je sais que j'avais dit ça et finalement j'ai mis un mois à sortir cette vidéo, j'en suis vraiment désolé, j'essaie de me motiver à rebosser régulièrement, mais c'est pas facile parce que là je fais Elden Ring avec mon frère, ça me prend pas mal de temps, mais en tout cas, la vidéo sur les films d'horreur, ce qu'ils ont apporté au cinéma, arrive bientôt, j'essaierai de la sortir avant la fin du mois de juillet, si possible, sinon elle arrivera en début août.
Et j'espère vraiment que ce deuxième épisode de Creusons vous plaira autant que le premier, parce que moi de mon côté j'en ai vraiment bavé pour faire un script qui me plaît beaucoup. En même temps j'ai envie de parler de plein de trucs, et en même temps j'ai pas envie que la vidéo fasse 2 heures. Enfin bref, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Laissez un pouce bleu, parlez de la vidéo autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos mutuelles sur Discord. Et moi, de mon côté, je continuerai d'essayer de combattre la procrastination pour essayer de vous pondre des vidéos toujours de mieux en mieux travaillées. Mais c'est sûr qu'il me reste beaucoup de travail, alors je vous laisse, et je retourne fouiller ma caverne.